Opinion. 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 Première. Bonjour, c'est donc Opinion Première. En compagnie de David Ponchelet, nous recevons la sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon, maire de Saint-Pierre et présidente du Conseil national de la mer et des littoraux, Karine Clairaut. Bonjour Karine Clairaut. Bonjour. La France est en ce moment submergée par l'émotion suite à la disparition des 3 champions sportifs en Argentine. Vous êtes vous aussi touché par cet événement ? Oui, extrêmement touchée pour la perte de ces champions qui étaient voilà, des personnages très en avant sur la scène métropolitaine et ultramarine, mais aussi pour ceux qui sont disparus avec eux dans ce crash. C'est vraiment un événement atroce et je pense aux familles aujourd'hui, à ceux qui restent et qui sont sans doute dans l'incompréhension totale. Et une perte subite comme celle-là, c'est vrai que c'est toujours difficile à appréhender. Il faut rappeler qu'il y a eu 10 victimes, 8 Français et 2 Argentins dans ce crash d'hélico. La personnalité de Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, comment était-elle perçue à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Écoutez, Florence Artaud était comme tous ces grands navigateurs, je dirais. Donc automatiquement, la population a toujours su qui était Florence Artaud, ce qu'elle faisait, et a suivi de près ses déplacements autour du monde quand elle a eu l'occasion de faire de la voile. Et c'était vraiment un personnage, je pense, qui était... je ne sais pas si je dois dire adulé, mais en tout cas apprécié de tous et avec... cet événement-là qui arrive, qui est tellement subi, c'est vrai que ce sont des vies qui sont écourtées en plein vol et c'est dramatique. On va redescendre sur la politique avec la campagne pour les départementales qui se durcit et Manuel Valls qui il va plutôt fort sur le Front National. Est-ce que c'est le bon axe pour que le Parti socialiste sauve les départements qu'il souhaite sauver ? Alors, est-ce que c'est le bon axe ? Là, vous interrogerez 10 personnes et vous aurez 10 avis différents. En tout cas, alerter sur les conséquences que pourrait avoir un vote massif sur le Front National, c'est de son devoir. Maintenant, ce qu'il faut mettre en avant, ce sont les avancées qu'il y a pu y avoir à travers les projets de loi depuis 2 ans et demi. C'est montrer que même si le temps de l'électeur, il n'est pas celui du politique, eh bien, il y a un certain nombre de choses dont on va voir les effets dans les mois, dans les années à venir, et qui vont aller tout à fait dans le sens qui étaient les engagements de François Hollande quand il est arrivé à la présidence de la République. Donc, c'est un angle. Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Mais en tout bien cas, si c'est un parmi d'autres. c'est un parmi d'autres, absolument, oui. C'est facile d'être de gauche aujourd'hui, de soutenir le gouvernement ? Alors, c'est facile d'être de gauche aujourd'hui, autant que ça pouvait l'être hier, je dirais. Voilà, après, on assume ses convictions. De soutenir l'équipe de François Hollande ? Mais bien sûr, ne serait-ce que parce que pour une partie d'entre nous, on est aussi des élus locaux et que l'on sait comment les gens réagissent par rapport à des engagements électoraux, par rapport à une attente qui est souvent très forte. Et puis, je vous le disais tout de suite, le temps de l'électeur qui est différent de celui du politique. Donc, il faut des perspectives, il faut une ligne de conduite, il faut éviter de renoncer tous les matins à ce que vous avez défendu la veille, par contre, parce que ça, c'est un peu compliqué quand on en arrive là. Ceci dit, il doit y avoir des ajustements. Parfois, on se rend compte en cours d'élaboration d'un projet qu'on ne pourra pas le réaliser exactement comme on l'avait imaginé au départ. Mais il faut expliquer, il faut communiquer là-dessus et il ne faut pas mettre les gens devant le fait accompli. Ça veut dire que vous avez des regrets sur les 3 premières années du mandat de François Hollande ? Il y a des choses que vous auriez aimé qu'il se fassent tout de suite et qui ne se sont pas faites ? Qu'il se fasse tout de suite ou que l'on puisse aller plus profondément, je dirais, dans certains dossiers, Par exemple ? que l'on ait plus
de choses qui se voient rapidement au niveau du social, par exemple. Et quand je dis le social, c'est la couverture médicale, c'est tout un tas de mesures qui font qu'aujourd'hui, les gens qui touchent 1 200 € par mois, qui doivent payer leurs charges, qui doivent payer une mutuelle et qui ne savent pas comment ils vont boucler les fins de mois et donner à manger à leurs enfants pour les 10 jours qui restent, c'est une situation qui est très compliquée. Et donc, automatiquement, ces gens-là vont écouter ceux qui leur adressent de beaux discours et qui leur disent que tout va être mieux demain quand ils seront au pouvoir. Le Front National notamment. Notamment. Le Parlement débute la semaine prochaine l'examen du projet de loi sur la biodiversité. Cette loi, on prévoit la création de cette agence, agence nationale de la biodiversité. 39 sièges pour tout l'ensemble français, 3 seulement pour l'outre-mer, qui représente 80% de la biodiversité originelle de la France. Est-ce que c'est suffisant ? C'est absolument pas suffisant. On est bien d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, dans les ateliers qu'on a eus il y a maintenant à peu près 3 semaines avec l'Agence française pour la biodiversité, les préfigurateurs étaient là et on a eu la visite de la ministre Ségolène Royal. Un certain nombre d'engagements ont été pris. Donc normalement, on devrait avoir une place pour chaque outre-mer. D'accord. On ira au-delà des bassins et on devrait avoir une place pour chaque outre-mer parce que les outre-mer sont multiples, on le sait, et les problèmes ou les atouts d'ailleurs, que vous pouvez trouver dans le Pacifique ne sont pas ceux que l'on trouvera autour de la Réunion et de Mayotte ou que l'on trouvera dans l'Atlantique, que ce soit nord ou côté Antilles-Guyane. Oui. Ça permet de mieux se faire entendre. Est-ce que le passage de François Hollande à Saint-Pierre-et-Miquelon fin décembre vous a aidé ? À quoi ça sert une visite présidentielle ? Alors, une visite présidentielle, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert déjà à ce que le président, même si il nous voit, nous élus, à Paris quand même assez régulièrement, ça sert à ce qu'il vienne se rendre compte sur place. Certes, des problèmes qu'il peut y avoir sur le territoire, mais aussi du potentiel que peut développer ce territoire. Et donc, ça a servi, et moi là, j'en suis vraiment ravie, à ce que François Hollande puisse voir réellement la place que représentait Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord et ce rôle que du coup l'archipel pouvait jouer d'ambassadeur de France, d'ambassadeur de l'Europe, pourquoi pas, et puis s'inscrire dans un environnement franco-canadien, franco-québécois avec une stratégie qui va aussi se mettre en place. On va en reparler. Avec la route du Nord-Ouest qui va s'ouvrir à un moment donné, et puis tout ce qui a trait maintenant au polaire, et c'est une réalité, donc il y a le cluster polaire qui se met en place, il y a un certain nombre d'entreprises, de pays qui s'intéressent aux zones limitrophes. On est exactement à mi-chemin entre New York et le Groenland, alors autant en profiter, seule terre française qui a la chance d'avoir cette position. Et vous avez senti François Hollande gagner en intérêt autour de tout cela après son passage? Après son passage, avant déjà, parce qu'on avait eu l'occasion d'en discuter beaucoup avec lui, et notamment moi... un peu nébuleux, et c'est devenu plus net c'est devenu plus net janvier automatiquement. 2015. Vous savez, quand on est sur le port de Saint-Pierre et qu'on voit l'île de Terre-Neuve qui est à 25 km de chez nous, du coup, on réalise la proximité. Mais d'un autre côté, quand on regarde la carte, on voit que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'embouchure du Saint-Laurent. Ça permet quand même d'avoir quelques perspectives intéressantes pour tout ce qui a trait donc au Saint-Laurent, mais on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas donc de jouer ce rôle de pont entre deux rives. Moi, ça fait longtemps que je mets ça en avant et je reste persuadée que cet archipel, il n'est pas resté français par hasard. Et justement, le fameux hub, c'est votre combat en ce moment. Vous essayez d'être l'ambassadrice de ce hub portuaire. La visite du Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, cette semaine à Paris, est-ce que ça a permis de faire avancer le dossier ? Enfin, comment ça se passe dans les arcanes ministérielles ? Alors, c'était là pour le coup vraiment une visite très très intéressante parce que ce soit le Premier ministre, moi j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Jean Damour, le ministre des Transports, et je vais oublier le nom du troisième ministre que j'ai vu,
Je crois que c'est Heurtin ou Hertin. On va avoir du mal à vous Et aider pour être franc. ils étaient vraiment très, très intéressés, en fait, par Saint-Pierre-et-Miquelon à plusieurs titres. Donc, le hub, parce que pour eux, ce port de transbordement régional, du coup, leur permettrait d'avoir une facilité pour les bateaux qui, aujourd'hui, montent difficilement le Saint-Laurent selon la saison. Et puis, parce que le Saint-Laurent s'engorge parfois aussi de oui, circulation, quoi. Il y a trop de de bateaux qui circulation, mais circulent. Mais alors en l'idée, plus, c'est les de bateaux faire... sont de plus en plus grands, donc ont des Voilà. difficultés pour remonter jusqu'à Québec et Montréal. Donc Et on pourquoi arrête pas les les gros Grands Lacs? bateaux à Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis il y en a des plus petits qui Absolument. qui font C'est le l'idée. trajet Saint-Pierre-et-Miquelon, reste du Canada. C'est l'idée, oui, absolument. Reste du Canada, Ou donc reste de embouchure l'Atlantique du Nord, Saint-Laurent quoi. en tout Ouais. cas, et remonter jusqu'à Montréal, au moins voir les Grands Lacs derrière. Et quel est leur intérêt à ce que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon plutôt qu'ailleurs au Canada Ou aux Terre-Neuve, ou à Terre-Neuve? Tout simplement position parce géographique. que la position géographique est malgré tout très intéressante. Un des ports de Terre-Neuve qui s'était positionné était un peu plus au nord, donc ça voulait dire qu'il fallait contourner une partie de Terre-Neuve pour descendre dans le golfe du Saint-Laurent. Chez nous, on n'a pas ce problème-là. On est directement sur la route, et donc les bateaux qui traversent l'Atlantique peuvent s'arrêter chez nous et continuer après leur route jusqu'à Halifax ou Portland ou Boston s'ils descendent jusqu'aux États-Unis. Alors j'ai deux questions très précises. Le hub, c'est pour quand? J'ai lu que vous parliez de 2020 et ça coûte combien? Et qui paye? Alors, je rappelle d'abord que c'est un projet privé. Donc, si vous voulez, moi, c'est un projet que j'accompagne, mais c'est pas un projet que je porte automatiquement. C'est le MEDEF à Saint-Pierre-et-Miquelon, soutenu d'ailleurs par le MEDEF National. Outre-mer et national. Donc, c'est un projet qu'on espère en tout cas pouvoir voir pour 2020. Le coût, après, il y a un certain nombre de choses à affiner. D'ici là, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros quand Mhm. même. Et ce serait connecté à cette idée de Saint-Pierre, base arrière de la recherche polaire, ou ce sont deux projets qui sont distincts? Disons que pour l'instant, ce sont deux projets qui sont distincts, mais on peut tout à fait les faire correspondre sans que ça ne pose de problème à qui que ce soit. Vous pilotez le Conseil national de la mer et des littoraux. Ça consiste en quoi, ce conseil? Alors, ça a été prévu en fait dans le cadre du Grenelle de la mer. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'il y aurait un Conseil national de la mer et des littoraux qui servirait un peu de bras armé à l'État pour mettre en place sa stratégie maritime en France et dans les Outre-mer, en France hexagonale et dans les Outre-mer. Donc voilà, pour l'instant, enfin jusqu'à novembre, ce conseil était piloté par Maxime Bonneau, qui Mhm. était maire de La La Rochelle. Rochelle, oui. Donc moi, j'ai pris le relais en novembre. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place. La stratégie maritime, elle est en train de se Elle est construire. en train, vraiment, Absolument. elle se construit. Parce qu'il y a un an, il y a votre consoeur ou compatriote de Saint-Pierre-et-Miquelon, Annick Girardin, pour ne pas la nommer, qui travaillait un rapport sur la politique maritime de la France. Et son constat, c'était qu'il n'y avait pas de politique maritime. Mais non, mais justement, c'est pour ça qu'on l'a construit. D'accord. Et donc, il y a du travail. Il y a un énorme travail à faire parce que la politique maritime, elle ne doit pas s'appliquer aux seules façades hexagonales. On a tout l'outre-mer en plus à côté. Et on a la Et, deuxième surface maritime mondiale. dont alors, on ne sait la pas quoi faire. deuxième en kilomètres carrés, mais par contre, la première, parce que présente sur tous les océans. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant pour la France. Et donc, moi, le message que j'ai passé au président de la République quand il est venu à Saint-Pierre, mais à d'autres occasions aussi, et auprès du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, c'est prenons la main. Prenons la main parce que on a cette chance d'être deuxième pays après les États-Unis en superficie. Mais si la France ne prend pas la main sur la mer, quelqu'un d'autre le fera à notre place et ce Ouais. serait quand même particulièrement dommage. Les Chinois, Ayant pour cette eux. ambition, les Chinois, mais pas seulement, ayant cette ambition de porter tout ce qui a trait à la mer, qui est quand même notre avenir demain. Aujourd'hui, on se dit que voilà, on aura quand même un peu plus de difficultés chaque jour au niveau alimentation, au niveau alimentation en eau même. Donc, regardant ce qui est autour de nous, la planète est quand même bien bleue et c'est pour une bonne raison. Donc, il faut protéger cet environnement. Il faut pouvoir contrôler les mers
d'une manière ou d'une autre. Il faut être très attentif à ça pour s'assurer qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Il faut contrôler la pêche. Il faut s'assurer de quelles sont aussi les ressources réellement, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait une idée aujourd'hui Précise. extrêmement précise de ça. Et honnête. Et honnête en plus. Et puis, à travers les Outre-mer, on a un tel potentiel en matière de biodiversité et puis, du coup, de souveraineté de l'État français en mer, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant, et ça touche absolument tous les ministères. Les élus ultramarins se rendent suffisamment compte de ça, de ce potentiel qui existe? Alors, curieusement, on pourrait s'attendre à ce que les ultramarins soient tournés vers la mer. Non. Or, ils ne le sont pas. Ils Très ne peu. le sont pas. Et en fait, on a en gros 2 territoires qui le sont, dont Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que vous me direz, c'est facile chez avez nous, pas à le la choix. limite, quel que soit le côté où on se tourne, on voit la mer de toute manière. Mais voilà, pour nous, on a existé par la mer, pour la mer, et il ne saurait être question d'autre chose. Donc notre avenir, ce sera aussi la mer qui nous entoure et tout le contexte régional. Et ça doit être la même chose que pour beaucoup d'outre-mer. Je prends l'exemple de la Polynésie, une superficie aussi grande que l'Europe, un L'Europe, ouais. potentiel qui est extraordinaire et qu'il faut absolument préserver et mettre en valeur. On évoquait Annick Girardin. Quel regard vous portez sur son action, son ministère, son rôle de Saint-Pierraise national, entre guillemets? Un rôle qui n'est pas facile aujourd'hui. Et puis on est dans une année qui est quand même un petit peu particulière avec la COP 21, et c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères est quand même très impliqué. Donc ce qui fait qu'il y a la francophonie et le développement d'un côté, parfois un petit peu mis de côté pour pouvoir prendre le relais sur la COP 21. Ouais. Je vous avoue que quand je vois les déplacements auxquels elle est astreinte, et c'est toutes les semaines, c'est même parfois plusieurs par semaine, elle aura fait le tour du monde plusieurs fois, à mon avis, durant le temps où elle aura été dans ce ministère. Et je salue son action parce que ça n'est pas facile, et je préfère lui laisser cette part-là Ouais, et moi m'occuper vous du verriez reste. pas à sa place. Non, du tout. Il y a Du une tout, du rivalité tout. entre vous ou pas? Entre Annick Girardin et moi, non. Non, non. Après, il y a des idées politiques que l'on défend. On était ensemble hier, on a discuté de pas mal de sujets liés à l'archipel ou pas. Quand on a la possibilité de se voir, on se voit, même si c'est autour d'un café pour discuter à bâton rompu des sujets qui nous sont communs. Mais de rivalité en tant que telle, non. Et puis ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Il peut y avoir des qu'il y aurait rivalités une- sur le territoire, enfin à Saint-Pierre, mais elles s'effacent à Paris au nom de l'intérêt général? Bah, il le faut de toute manière, parce que on a vu à quel point c'était important d'aller parler d'une seule voix quand même quand on arrive à Paris. Sinon, la brèche est ouverte et on sait que on va s'engouffrer dans cette brèche pour dire bon, ils se sont pas mis d'accord localement, donc on va laisser ce dossier de côté. Et ça, il ne le faut pas. La jeunesse de Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'en va, en tout cas qui ne reste pas. La Martinique s'est dotée d'un plan de retour au pays pour ces jeunes, qui peut financer jusqu'à 40 000 euros, des projets qui peuvent profiter à l'île portée par des originaires, notamment. Est-ce que vous envisagez un tel projet? Alors moi, je n'ai pas la main là-dessus. Non, mais vous pouvez Mais oui, on le est d'accord. susciter au conseil territorial, On par est exemple? d'accord, je peux le susciter. Aujourd'hui, les jeunes Saint-Pierrais qui partent, il y a plusieurs raisons à ça, hein. Ils partent déjà pour faire leurs études, naturellement, après le baccalauréat. Après, on sait d'avance que certains ne reviendront jamais ou ne pourraient revenir que très tard après avoir exercé ailleurs dans les domaines qu'ils ont choisis. Et puis, du coup, c'est intéressant parce qu'ils peuvent revenir quelques années après en apportant leur savoir, leurs expériences. Et ça, pour nous, c'est toujours gratifiant. Et puis, il y a ceux qui, par contre, partent faire des études d'un niveau parfois un petit peu inférieur à leurs compétences, parce qu'ils veulent s'assurer de pouvoir revenir sur l'archipel. Et il y a malheureusement ceux qui ne partent pas parce qu'ils n'ont pas envie de quitter ce territoire. Après, je pense que le problème de la jeunesse, il est intrinsèquement lié au problème du développement économique à Saint-Pierre-et-Miquelon, développement économique qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Donc, quand on
est en capacité d'offrir des perspectives pour la jeunesse, de montrer quelles sont les orientations que doivent prendre ces jeunes, parce que ça aussi, quand on ne sait pas exactement quel est l'avenir d'un territoire, dans quel domaine les jeunes doivent se former, eh ben, parfois c'est assez aléatoire et donc du coup, ils peuvent partir et revenir avec des diplômes qui ne leur serviront à rien sur l'archipel. Là, on a des perspectives avec ce hub s'il se met en place. Il faut former les jeunes, il faut former les jeunes à des métiers de service qui vont pouvoir vont venir se créer autour du de hub. ce hub de transbordement. Et donc, voilà, il faut vraiment se projeter dans l'avenir, avoir une perspective. Aujourd'hui, moi, j'estime que les jeunes sur l'archipel, pour la plupart, ils ont du courage, ils ont des envies, mais on ne leur donne pas les moyens systématiquement de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour revenir sur l'archipel. Une question très politique. La France est en plein débat avec les élections départementales qui approchent. Est-ce que ça vous conforte dans votre statut de collectivité d'outre-mer? Est-ce que vous voulez une réforme du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors moi, j'ai toujours été très claire là-dessus, hein. Ça fait déjà plusieurs années, ça va faire maintenant, enfin c'est mon 3e mandat à la mairie. J'ai été au conseil général parce qu'il n'était pas encore territorial pendant un mandat. Et c'est vraiment, moi, quelque chose auquel je suis très attachée. Je pense qu'il faut qu'on évolue aujourd'hui. 3 collectivités, 2 communes donc, et la collectivité territoriale, l'État, 4 entités se marchent sur les pieds aujourd'hui sur un aussi petit territoire pour 6500 personnes. Il faut qu'on aille vers quelque chose de moderne, de cohérent et d'efficace. Et je dirais même d'efficient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. François Hollande vous a apporté des réponses? François Hollande n'a pas apporté de réponse et n'a pas à en apporter, je dirais. Le président de la République a écouté les élus. Il a eu connaissance, bien entendu, du courrier qui avait été envoyé par le Conseil des élus. Ce sont tous les élus de l'archipel, sauf le président du Conseil territorial qui n'a pas souhaité signer ce courrier. Bon voilà, il y a une majorité d'élus qui souhaitent une évolution du statut par rapport à la République française et éventuellement du statut par rapport à l'Europe. Donc ce sont 2 choses différentes, mais auxquelles il faut, je pense, qu'on réfléchisse ensemble. Et je reste persuadée que si on a une seule collectivité sur l'archipel, cette collectivité, elle a tous les atouts en main pour pouvoir mener à bien son programme et pour sur le cours d'un mandat, pouvoir mettre en place des choses qui seront cohérentes et qui, à l'échelle du territoire, vont faire un certain nombre d'économies quand même en énergie, en temps et en argent. Un nouveau statut pour le bicentenaire du rattachement? Le bicentenaire du rattachement, c'est un beau projet. Célébration 2016, on y travaille tous localement. C'est une association qui est participative vraiment au sens premier du terme. La population s'est emparée de ce bicentenaire et on est très fiers, vous le savez, d'être français. Ce village gaulois de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc des festivités autour de la culture, autour du patrimoine, autour des arts. Enfin, je pense qu'il va y avoir un champ qui va être extrêmement intéressant et j'espère que ça nous amènera quelques visiteurs. On aura en plus quelques bateaux, et notamment l'Hermione en 2015 et le Marité, on espère pouvoir le faire venir en 2016. Et donc le dernier Terre-Neuvier qui retraverserait l'Atlantique. Et ça, ce serait quand même assez extraordinaire. Merci Karine Clairaut. Merci à vous. Opinion première est finie pour aujourd'hui. Merci à Bruno Dessommes qui était à la console. Merci David Ponchelet. À une prochaine.